Donc, on a voulu nous faire croire qu'il y a une réforme, mais la réforme a conduit à quoi, M. Diossou? À l'exclusion de certaines personnes pour les élections qui se sont déroulées en 2019 dans notre pays. Et ça a favorisé quoi, cette exclusion? Tout ce que nous constatons aujourd'hui. L'exclusion a donné une majorité au président Talon pour, d'un, avoir sous ses ordres la Sénat, aucun représentant de l'opposition n'y est, la Cour constitutionnelle, la même chose. Donc, vous savez, si ce système partisan était si terrible que ça, pourquoi dans le camp même du chef de l'État, on voit tout ce que nous voyons aujourd'hui avec ses anciens amis qui pour certains sont en prison et d'autres en exil? C'est que ce système, il n'est dévolu que pour une seule personne. Je vais vous dire, moi, il y a quelque chose qui me paraît étrange. On propose des lois alambiquées, hein, qui sont les plus compliquées pour empêcher les gens de pouvoir être candidats. Mais si vous avez bien fait, vous ne devriez pas avoir peur, dites-moi, d'aller devant vos concitoyens. Et je dis non. Et on n'a pas besoin forcément d'être tous ensemble. Laissons aux Béninois, comme l'a dit tout dernièrement le président Mbedi, mais laissez les Béninois, ils ne sont pas bêtes, hein, nos concitoyens, laissez-les la possibilité de choisir les destinées de ceux qui vont demain conduire au destiné, du moins, ceux qui vont conduire au destiné de notre pays. Comment vous pouvez dire, ah non, 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 moi je fais des lois pour empêcher les gens d'aller aux élections. Je nomme les maires, je nomme les députés, et je choisis qui va concourir contre moi ou contre mon poulain en 2026. Est-ce que c'est sérieux? Tout le monde, la plupart des gens veulent quitter ce pays. Quand vous demandez à un jeune qu'est-ce que tu veux faire, avant il te disait je veux être douanier, je veux être professeur, je veux être instituteur. Aujourd'hui, la seule réponse, je veux partir. Mais tu vas partir où? Voilà la situation. Je vais vous dire, sans une politique économique favorable aux emplois au Nord, on ne résoudra pas la question de cette guerre sans répondre avec une vraie politique dédiée aux jeunes en termes d'emploi. Au lieu, M. Diossou, de monter des unités industrielles à Glojibé, il aurait peut-être mieux valu qu'on crée ces unités dans notre pays, dans le septentrion, pour donner un espoir à ces jeunes qui malheureusement sont happés par le désespoir et se jettent dans les bras de ces djihadistes sous couvert d'une moto, d'un téléphone portable et de quelques milliers de francs CFA. Mais vous vous rappelez que dans les années 60, on parlait de notre pays comme le quartier latin de l'Afrique. Qu'en est-il aujourd'hui? Dites-moi. Vous avez vu où en est le secteur de l'éducation? Où en est le secteur de la santé? Et donc, on est passé de près de 2500 milliards à près de 8000 milliards. Et donc, vous allez me dire à moi que ce gap de près de 3 fois ce qu'on a connu en 2016 est passé dans les infrastructures, dans les cités ministérielles ou administratives, et c'est fini. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de cet argent? Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que ça a servi à construire ces unités de transformation qu'on voit à Glodjibé de M. Badarou, qui a été directeur général du port autonome de Cotonou? À l'époque, notre port faisait partie des 3 ports les plus compétitifs en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, je ne sais pas, mis à part payer à coût de millions de francs CFA à ces expatriés, je ne sais pas ce qu'ils ont apporté réellement de concret
dans la rentabilité de notre port. Parce que, bon, si vous payez des gens à coût de millions de francs CFA, que vous faites une réforme au niveau du port à coût de milliards de francs CFA, mais il faut quand même rappeler que toutes ces réformes qui appellent à décaisser autant d'argent le sont par des emprunts massifs sur le dos des concitoyens béninois, c'est-à-dire de nos compatriotes qui devront payer cela par des intérêts du service de la dette. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous vous rendez compte que 70% de notre budget, 70% passe par le paiement des intérêts de la dette contractée par le gouvernement talon. Comment voulez-vous développer votre pays avec une telle surface financière qui ne sert qu'à rembourser des financiers? Mais pour en revenir à la question de la pauvreté de notre pays, prenons le cas de la zone industrielle de Glodjibé, dont on nous vante tant les mérites. Vous savez que malheureusement, les travailleurs qui ont la chance d'opérer dans cette zone industrielle n'ont aucun droit, puisqu'il y a une loi sur le Code du travail qui a été retoquée par le président Talon et qui fait en sorte que nos concitoyens n'ont pratiquement aucun recours en cas de licenciement. Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est une avancée ou une régression? Et à qui profite en fait le fait qu'aujourd'hui ces travailleurs soient pratiquement des esclaves modernes dans un système de quelqu'un qui gère notre pays comme son entreprise? C'est pas une avancée, hein, de pouvoir crier à tue-tête, venez au Bénin, vous avez des travailleurs corvéables à souhait et vous pouvez faire ce que vous voulez. Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. En 2026, Patrice Talon s'apprête à clore ses 2 mandats à la tête du Bénin. Une décennie marquée par des réformes audacieuses, mais aussi par des tensions politiques, des espoirs parfois comblés, souvent déçus, et des fractures sociales encore vives. Que retiendront les Béninois de cette ère Talon? Quelles traces laissera-t-il dans la mémoire collective? Et surtout, pourquoi les élections générales de 2026 suscitent-elles autant de doutes, d'interrogations, voire d'inquiétudes? Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau un acteur politique majeur, M. Gagno Soglo, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien ministre et ancien candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir, M. Gagno Soglo, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Jossou, c'est moi qui vous remercie et je remercie tous vos auditeurs, les internautes qui vont peut-être nous écouter aujourd'hui. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de l'ouvrage 17 minutes pour vivre, un récit poignant qui revient sur l'attentat dont vous aviez été victime le 5 février 2021 alors que vous vous rendiez à un meeting politique. Merci aussi à tous nos amis internautes qui nous suivent actuellement. Je le disais en introduction, en 2026, Patrice Talon va fermer une décennie à la tête du Bénin. Si vous deviez retenir 2 ou 3 actions majeures qu'il aurait entreprises pour faire avancer le Bénin, quels éléments vous viennent à l'esprit, M. Gagno Soglo? Merci beaucoup, M. Jossou. Je vais essayer de faire preuve de vérité et ceux qui nous écoutent en tireront soit une satisfaction, soit de la désapprobation. Mais dans tous les cas, j'essaierai d'être honnête. En tant qu'économiste, nous avons vu depuis l'avènement du président Talon à la tête de notre pays énormément d'emprunts. Énormément. Vous savez, notre pays est passé en 2016 d'une dette publique de 2100 milliards de francs CFA
à aujourd'hui à près de 8 000 milliards de francs CFA. On a pratiquement triplé la dette du Bénin. Et cette dette, c'était une dette collective. Ce que beaucoup de nos compatriotes ne se rendent pas compte, c'est que cette dette, on devra la payer, nos enfants devront la payer et nos petits-enfants devront la payer. Maintenant, oui, vous savez, quand on vient aujourd'hui à Cotonou, on voit des routes reprofilées, on voit des cités administratives en construction, ou ce qu'on appelle aussi des cités ministérielles. Mais quand vous avez dit ça, quand vous avez vu ça, est-ce qu'on peut réellement se dire que les Béninois ont vu leur quotidien changer? Je crois que la réponse est non. Vous ne pouvez pas tripler la dette d'un pays de façon aussi opaque. Et quand je parle d'opacité, je parle de bonne gouvernance. Aujourd'hui, on se rend compte que des secteurs, et nous en parlerons sûrement au cours de cette émission, des secteurs comme l'éducation, la santé, l'agriculture, n'ont pas réellement apporté les fruits qu'on attendait de la part de M. Talon. Voilà ce que je pourrais dire en introduction. Et je terminerai en disant qu'aujourd'hui, cette dette, elle est importante, M. Diossou. 70% du budget béninois sert à payer les intérêts de cette dette. Vous vous rendez compte? 70%. Comment voulez-vous atteindre des indices de développement humain? Le Bénin est à la queue des pays à ce niveau. Une fois qu'on a parlé d'un taux de croissance de près de 8%, la réalité est assez miséreuse et misérable pour nos concitoyens. Donc, il faut quand même que les auditeurs se rendent compte que la situation de notre pays en termes de dette est pratiquement, et même au-dessus d'un pays comme la Grèce il y a quelques années. Donc cet endettement sera vraiment une pied, du moins un boulet pour tout programme de développement sérieux à venir dans notre pays, M. Diossou. Voilà ce que je pouvais dire en ouverture par rapport à ce que vous pensez de la vitrine qu'on veut nous montrer. C'est vrai, quand on arrive à Cotonou, on voit un certain nombre de changements, des routes qui ont été reprofilées, etc., etc. Mais c'est pas ça le développement. Le développement, c'est de s'occuper des gens. Si ce n'est que faire des routes et des cités administratives ou des statues, voire des musées, sans tenir compte du panier de la ménagère, de comment nos paysans vivent, aujourd'hui, je peux vous certifier que la pauvreté a augmenté de façon exponentielle depuis 2016 et l'arrivée de M. Talon à la tête de notre État. Vous avez cité tantôt que quelques infrastructures qui ont été réalisées. Vous avez parlé de la cité ministérielle ou bien des statues qui ont été érigées à Cotonou. La question qui revient souvent dans l'opinion, c'est le coût de ces réalisations que les gens estiment que c'est opaque. Est-ce que vous avez été ministre aussi? Est-ce que ces informations devraient être publiques selon vous? Écoutez, moi, vous savez, j'ai fait de la finance publique et l'un des indicateurs de la finance publique, c'est la transparence. Transparence qu'on ne voit pas actuellement dans les décisions que prennent ce gouvernement. Tout est fait dans l'opacité. On ne sait pas quel est le coût, quels sont les taux d'intérêt, qui sont derrière ces emprunts, et j'en passe. Donc, ça pose une vraie
question de bonne gouvernance dans notre pays. Et je suis d'ailleurs surpris que les institutions internationales qui nous ont rabâché pendant des décennies la bonne gouvernance ferment les yeux devant ce que j'appelle un déni de démocratie. Aujourd'hui, on fait des emprunts sur le dos des Béninois sans que ceux-ci sachent exactement à quoi servent ces prêts. Je vous dirais, Monsieur Diossou, qu'en tant qu'économiste, nous savons tous qu'aucun pays ne s'est développé sans la dette. Encore faudrait-il que cette dette soit structurante. Mais quand vous avez de l'opacité, est-ce qu'une partie ou une grande partie de cette dette ne sert pas à payer des salaires politiques mirobolants? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le président Talon a décidé de coller au ministère des agences pour, soi-disant, pour des questions de rentabilité. D'abord, je vais vous dire, c'est ce qui est marrant, c'est qu'on nous sert de la rentabilité à volo, alors que nous savons que des secteurs comme la santé, l'éducation, même l'agriculture, les notions de rentabilité ne doivent pas rentrer en ligne de compte parce qu'on parle d'humain. Et donc, derrière cette fable et cette grosse mascarade, parce que moi j'appelle ça de la mascarade, où on nous parle de rentabilité, aujourd'hui les institutions financières ne trouvent rien à dire face à cette opacité, mais je peux les comprendre. Vous savez, mon père a été 8 ans administrateur à la Banque mondiale, donc je sais de quoi je parle. Quand on parle de bonne gouvernance, on rappelait à la plupart des présidents, il y a cela 30 ans, qu'il fallait une grande transparence, qu'il fallait que les gouvernements africains puissent indiquer quelle était la proportion des salaires dans le budget de l'État. Aujourd'hui, on crée des agences qui créent des doubles emplois. Et donc, on se dit que la dette sert à payer à la fois les fonctionnaires et aussi des acteurs politiques à des coûts faramineux. Alors que dans le même temps, il n'y a pas une réforme au niveau de l'éducation, il n'y a pas eu un début ou un semblant ou un frémissement au niveau du secteur de la santé. On a voulu faire une réforme qui s'avère être une catastrophe en demandant aux docteurs de choisir entre le public et le privé sans tenir compte des réalités à la fois du public et aussi du privé en termes de salaire, en termes de compétences. Et donc, ça nous amène à nous dire que cette façon de gérer un État n'est pas celui que moi, je conduirais en tant que chef de l'État. Mais vous savez, je suis un économiste, je ne suis pas un homme d'affaires. Un homme d'affaires pense à faire de l'argent. Et aujourd'hui, nous avons une dualité à la tête de notre État, un homme d'affaires qui se sert de sa position personnelle pour faire en sorte que les entreprises dans lesquelles il a un intérêt probant soient les mieux loties. Donc, je m'en arrête là. Je ne sais pas si on continuera bien On va évidemment. revenir sur un certain nombre d'éléments, mais on va rester toujours par rapport au coût des projets ou des infrastructures qui sont réalisées. Donc, on a parlé de l'opacité, mais ce qu'on entend aussi, on parle du coût élevé de ces infrastructures. On a vu plusieurs polémiques avec Monsieur Jacques Ayadi, qui est ministre Oui. conseiller aux infrastructures. Est-ce que du moment où les populations sont plus ou moins satisfaites de ce qui est réalisé, est-ce que cette question mérite encore d'être posée par rapport au Mais coût bien, élevé des infrastructures? mais bien sûr, parce que je vais vous donner un exemple, M. Jossou. Quand au Sénégal, vous avez eu un nouveau gouvernement,
on s'est rendu compte qu'il y avait des dettes cachées et que toute la politique sociale que veut mettre en place le nouveau gouvernement sénégalais, il est plombé par les intérêts de la dette qu'ils doivent forcément rembourser aux institutions financières ou à des bailleurs de fonds. Et donc, c'est la même chose qui va arriver au Bénin. Et vous savez, je me dis que on ne prend pas la mesure des choses. Vous savez, c'est un éternel recommencement. Dans les années 80, on avait vu de la même façon dans les pays d'Amérique latine des investissements majeurs dans les infrastructures, alors que dans le même temps, il y avait un déni de démocratie, on emprisonnait des gens, les gens étaient tués en exil. Et aujourd'hui, la dette a emmené des pays comme l'Argentine à avoir des problèmes majeurs 40 ans après ces emprunts massifs qui ont servi à la fois à cacher par les infrastructures la vraie réalité des choses. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de vivre la même chose dans notre pays. On ne peut pas accepter cette opacité sous le couvert de soi-disant d'une prétendue rentabilité. Rentabilité pour qui? Est-ce que c'est pour les Béninois ou c'est pour ceux qui sont ou font partie du clan du président? Je vous donne un exemple concret. On nous vante les mérites de Glodjibé, où vous avez vu, on nous a montré la GDIZ, où on a vanté les mérites de notre gouvernement. Les mérites en quoi? Voilà des sociétés qui ne payent pratiquement aucun impôt au Bénin, font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Nous ne savons pas qui y a derrière, même si nous en avons quelque part une idée, mais derrière ces Indo-Pakistanais qui sont venus, qu'on a vus dans d'autres pays, au Gabon par exemple, ou au Congo, on met en place donc un système opaque. Ces sociétés ne payent pas d'impôts. Dans le même temps, il y a une pression fiscale majeure sur les petites et moyennes entreprises de notre pays. Et donc, à un moment donné, nous disons à nos concitoyens, il y a une injustice à la fois fiscale et sociale. Et donc, moi, je pense qu'on doit et on peut conduire mieux le navire Bénin en tenant compte à la fois du fait que nous sommes un petit pays pauvre, nonobstant toute la campagne un peu idiote qu'on a voulu nous faire croire de pays à revenus intermédiaires. Mais attendez, un pays à revenus intermédiaires, c'est le cas du Maroc. Vous avez vu dans quel état est le Maroc et dans quel état est le Bénin aujourd'hui, où on manque d'eau potable, où les paysans, on ne sait même pas s'il y a une vraie politique vivrière d'accompagnement pour les paysans. Et au contraire, on les oblige, dans le cas du soja et de l'anacarde, à vendre à vil prix leurs produits à ces sociétés qu'on trouve à Glodjibé. Dans le cas du soja, tout n'est pas transformé. Et donc, ça repart à l'étranger, vendu brut à des prix exorbitants, alors que nos paysans sont dans le dénuement le plus total. Donc, à un moment donné, nous devons nous rendre compte qu'il y a une explosion des inégalités sociales dans notre pays. À côté de ça, après nous allons y revenir, il y a une destruction de la démocratie pluraliste au Bénin pour empêcher toute voix discordante, parce qu'il faudrait applaudir à tout va le prince qui aujourd'hui gouverne notre pays. Mais ce n'est pas vrai. Je m'insurge contre ça et je crois qu'en tant qu'économiste, en tant que financier, ce qui se passe dans notre pays est vraiment quelque chose d'inacceptable.
Et je tiens à vous dire que je suis un peu surpris par nos intellectuels. Parce que dans tout pays, c'est eux qui doivent apporter, je dirais, la contradiction. Mais ils oublient, ces intellectuels, que on a vu dans les années 90 un pays où les banques étaient en faillite, où notre agriculture était en faillite, où le système social était à genoux, par terre, un système éducatif à volo. Les fonctionnaires avaient près de 8 mois à 9 mois d'arrêt de salaire. Un gouvernement est venu à travailler pour les Béninois. On a vu ces efforts concrétisés même après la dévaluation, qui a été malgré tout un choc important. Mais quand les gens connaissent le job et savent ce que c'est que la finance publique, et non pas juste des intérêts particuliers privés, on a eu un réel essor. Aujourd'hui, cette prétendue croissance de 7%, 8%, elle touche qui? Elle touche un quoi? Maximum 100 000 personnes sur 13 millions d'habitants. Vous trouvez ça juste, vous? Et malheureusement, on a une justice qui est aux ordres. Si vous n'êtes pas ou peu ou prou d'accord avec ce qui se passe dans ce pays, vous êtes soi-disant obligé de prendre vos paquets et de quitter votre pays, soit vous vous retrouvez en prison. Vous savez, il y a un scandale il y a quelques jours de cela. L'ancien ministre a parlé de siphonnage. C'est lui qui le dit, hein. Il est auditeur, donc il sait ce qu'il dit. Malheureusement, ça lui a valu la perte de son poste et il a été Vous parlez de obligé de Paulin venir à Afolac. Cano. Oui, voilà, il a été obligé d'envoyer une lettre où il supplie, où il se met à genoux pour demander pardon au chef et à son groupe politique. Donc, mais il a dit tout haut ce que nous savons déjà tous tout bas. Hein. Moi, ça fait des années que je dis, cette politique n'est pas une politique majeure, on n'a rien inventé, bien au contraire, on a appauvri nos concitoyens. Quand les gens viennent applaudir ce qui se passe à la GDIZ, on a mis un code du travail pour exploiter les travailleurs. Et j'entendais il y a quelques jours un syndicaliste rappeler ce que nous disons tout le temps. Mais si vous voulez éviter que notre jeunesse ne tombe dans les mains des djihadistes dans le nord de notre pays, il aurait fallu que ces mêmes unités de transformation se passent au nord pour donner des emplois à ces jeunes qui sont tentés et appâtés par des groupes terroristes. Les produits dont on parle, à savoir le coton, la noix de cajou, sont massivement produits dans le nord de notre pays et les unités de production ne sont pas proches de là où on produit La matière première. ces denrées, ces matières premières. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que c'est bien pensé tout ça? C'est inclusif? Donc, une fois qu'on a payé quelques journalistes pour applaudir à tout va certains gouvernants, on sait comment ça se passe. Hein. Vous avez des journaux qui se sont payés grassement pour vanter les mérites de tel ou tel gouvernement. Mais si on était en démocratie, on pourrait logiquement critiquer ce qui se fait sans devoir avoir peur pour soi ou pour sa famille. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte des limites de ce système. Et tout à l'heure, on parlera plus largement du recul démocratique et de la faillite de ce système soi-disant partisan qui n'a rien apporté. Regardez, nous sommes à quelques enclavures des élections majeures dans notre pays, qu'elles soient présidentielles, législatives ou communales.
on vous sort un code électoral que eux-mêmes n'arrivent même pas à comprendre ou à essayer de faire comprendre à leurs concitoyens. Seule peut-être une personne sait comment il a réfléchi pour ce code électoral dont tout le monde se demande, c'est un vrai serpent de mer. Et donc, le système partisan dont on a tant vanté les attributs, on voit qu'aujourd'hui, bah, écoutez, dites-moi, la réforme d'un système partisan, M. Diossou, c'est d'apporter une plus grande équité, une plus grande transparence, une meilleure présentation des intérêts politiques, etc. Est-ce le cas aujourd'hui? Pas du tout. Donc, ce que nous disons est factuel. Hein. Je n'invente rien. Maintenant, après, peut-être que ce que veulent nos compatriotes, c'est de l'autocratie. Mais il faut se rendre compte que les enjeux sont majeurs. Et si on n'y prend pas garde, on est en train d'hypothéquer l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. On va revenir sur le volet purement politique tantôt, mais toujours sur la question, on va Mmh. dire, la question économique. Le gouvernement de Patrice Talon avait pris l'option aussi de confier les grandes entreprises aux sociétés étrangères. On peut citer le cas du port qui a été confié à des gestionnaires belges. Euh, Est-ce que selon vous, c'est une option productive et judicieuse pour le Bénin? Quelle appréciation vous faites de ce partenariat entre le Bénin et le port d'Anvers? Écoutez, quand on a un président qui vient et qui nous dit qu'il y a un désert de compétences et que derrière ça, on voit qu'il va chercher des gens qui sont même incapables de développer réellement ce port, alors que nous avions des cadres émérites. Rappelez-vous de M. Badarou, qui a été directeur général du port autonome de Cotonou. À l'époque, notre port faisait partie des trois ports les plus compétitifs en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, je ne sais pas, mis à part payer à coût de millions de francs CFA à ces expatriés, je ne sais pas ce qu'ils ont apporté réellement de concret dans la rentabilité de notre port. Parce que bon, si vous payez des gens à coût de millions de francs CFA, que vous faites une réforme au niveau du port à coût de milliards de francs CFA, mais il faut quand même rappeler que toutes ces réformes qui appellent à décaisser autant d'argent le sont par des emprunts massifs sur le dos des concitoyens béninois, c'est-à-dire de nos compatriotes qui devront payer cela par des intérêts du service de la dette. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous vous rendez compte que 70% de notre budget, 70% passe par le paiement des intérêts de la dette contractée par le gouvernement talon. Comment voulez-vous développer votre pays avec une telle surface financière qui ne sert qu'à rembourser des financiers? Mais bon, vous savez, j'ai été financier, j'ai été cambiste pendant de nombreuses années. Les financiers n'ont pas de... Tout ce qu'ils veulent, c'est de gagner de l'argent. Ils n'ont pas d'état d'âme. Quand vous leur parlez d'efforts communs, de populations impactées négativement par ce type de politique, ça ne les touche pas. Seul l'argent les intéresse. Et donc, je crois que quelque part, ce modèle, qui n'est même pas un modèle libéral, c'est un modèle, quelqu'un a décidé de mettre notre pays en coupe réglée pour son intérêt particulier, et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Et donc, n'ayons pas peur de le dire. Donc voilà, car moi, je n'ai pas peur de le dire. On avait commencé aussi à parler un peu des producteurs agricoles. On a parlé des producteurs Oui. de soja, de noix d'anacarde aussi. On a vu plusieurs conflits, en tout cas tout au long des deux mandats.
vous êtes un Mhm. acteur politique et vous êtes aussi vous connaissez bien ce secteur agricole. De votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on avait eu deux volets, la question des prix des produits et puis la question de l'exportation. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faciliter cette relation entre les gouvernants et les producteurs à la base? Mais je veux vous dire, il faut juste de l'amour et il faut aimer son peuple. Vous savez, sinon c'est juste de l'esclavage moderne. Je suis un paysan, j'ai travaillé pendant 5 ans dans ce secteur, un secteur difficile, exigeant physiquement, et des pays riches, prenons le cas de la France, dans le secteur agricole, vous avez un taux de suicide qui est le plus important dans les secteurs, dans tous les secteurs en France. Le secteur où il y a le plus de suicides, c'est le secteur agricole. Parce qu'on a mis un modèle en place pour en fait exploiter les paysans. Alors chez nous, c'est encore pire, parce que encore dans ces pays, ils ont des syndicats qui les défendent. Mais aujourd'hui, les paysans qui finalement se sont bien rendus compte que le coton les appauvrissait, parce que bon, on leur demande de prendre des intrants à coût de milliers de francs CFA qu'ils doivent rembourser, donc ils s'en sortent pas. Et quand ils ont voulu aller vers le soja, maintenant encore, on leur a rappelé qu'il fallait vendre à vil prix leurs produits à ces sociétés qu'on retrouve à la GIZ. Donc, oui, je crois que quelque part, il faut aimer la terre, il faut aimer ses concitoyens, il faut aimer les paysans. C'est eux qui nous nourrissent. On doit pouvoir réfléchir à un autre modèle. C'est pour ça que pendant 5 ans, j'ai travaillé dans la terre pour voir les exigences que cela demande en termes de soutien. On ne peut pas laisser les paysans ou les conditionner à acheter des intrants à des prix importants, alors que pour certains, le coton est vendu très cher à l'étranger. Aujourd'hui, on le transforme au Bénin, mais est-ce qu'ils en bénéficient, eux, les paysans? Pas du tout, puisque si les paysans qui produisaient du coton, ils ne seraient pas tournés vers le soja. Et là encore, on les oblige à, à produire du soja et à le donner à ces sociétés qu'on retrouve à Globibé. Et donc, je pense il faut faire preuve de créativité, d'inventivité pour pouvoir répondre à ces exigences. Et je crois que je suis à même aujourd'hui, après 5 ans, et quand je vous dis après 5 ans de dur labeur dans le secteur terrien, vous savez, la terre nous donne tout et on repart à la terre. La terre nous nourrit et si elle nous nourrit, on doit pouvoir rémunérer à leur juste valeur ceux qui nous nourrissent et non pas en faire des esclaves modernes comme on le voit aujourd'hui, sans aucun recours. Le recours de la force, oui, bon, ça dure un temps, mais pas tout le temps. On se rappelle aussi au début du mandat de Patrice Talon, du premier mandat, on avait demandé aux populations de serrer les ceintures pour le temps d'asseoir une économie solide. Aujourd'hui encore, on a encore des grincements dedans. Est-ce que sur ce plan du social, est-ce que le gouvernement de Patrice Talon a perdu son pari? Non, mais je vais vous dire, les gens ne savent pas le job. Écoutez, excusez-moi, ils ne savent pas le job. Ça, c'est une réalité. Je le dis parce qu'il a fallu, excusez-moi, Monsieur Jossou, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Brésil. Sous la gouvernance du président Lula, en 8 ans, il a fait passer des Brésiliens de la pauvreté
à la classe moyenne. Et ces Brésiliens-là, c'était en général des Noirs brésiliens. Il a mis une politique en place pour toucher ses compatriotes de façon positive. Dites-moi, on va nous dire qu'en 10 ans, on a même reculé. La pauvreté atteint presque 40% de l'ensemble de notre population. Et vous voulez nous dire encore qu'il faille attendre 10 ans, 20 ans? Mais dites-moi, les parents des enfants là, ils seront où pour s'occuper de leurs enfants? Ils seront déjà morts. Hein. Vous avez vu l'état de pauvreté qu'il y a aujourd'hui au Bénin? Les souffrances qu'endurent nos populations? Demandez à ceux qui viennent de l'étranger combien de fois leurs parents, leurs amis leur demandent de l'aide. C'est en ça qu'on voit réellement si un pays a décollé ou pas. Mais le pire, Monsieur Jossou, il y a de cela une quinzaine d'années, les jeunes Africains qui mouraient en Méditerranée, on voyait beaucoup de gens d'Afrique du Nord. On avait été surpris de voir des Sénégalais, des Ivoiriens. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques des Européens et aussi des gens d'Afrique centrale. Il y a maintenant 3 ou 4 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait des Béninois dans le lot. Alors qu'il y a 15 ans, il y avait peu de Béninois qui vont en Méditerranée. Dites-moi, vous voyez le scandale des femmes qui sont envoyées dans les pays du Golfe? C'est aussi de l'esclavage moderne. Elles sont dans des situations de précarité et elles sont obligées d'aller dans des pays où elles, aujourd'hui, il y a eu des scandales. J'en ai fait part il y a quelques semaines de cela sur ma page Facebook. Est-ce qu'on doit accepter ça sans rien dire? Alors qu'il y a tout un système mafieux qui s'est mis autour. Mais si toutes vos filles ou vos femmes s'en vont à l'étranger pour chercher du travail, mais qui va engendrer demain les naissances dans notre pays? Dites-moi, qui? Donc, on voit bien la faillite du système de la gouvernance talent. Donc, bon, après, vous savez, on peut maquiller les comptes, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais comme je dis souvent, moi, on ne me fera pas passer des vessies pour des lanternes. Hein. Pour revenir à la question de la pauvreté dans notre pays, prenons le cas de la zone industrielle de Glodjiboué, dont on nous vante tant les mérites. Vous savez que malheureusement, les travailleurs qui ont la chance d'opérer dans cette zone industrielle n'ont aucun droit, puisqu'il y a une loi sur le Code du travail qui a été retoquée par le président Talon et qui fait en sorte que nos concitoyens n'ont pratiquement aucun recours en cas de licenciement. Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est une avancée ou une régression? Et à qui profite en fait le fait qu'aujourd'hui ces travailleurs soient pratiquement des esclaves modernes dans un système de quelqu'un qui gère notre pays comme son entreprise? C'est pas une avancée, hein, de pouvoir crier à tue-tête, venez au Bénin, vous avez des travailleurs corvéables à souhait et vous pouvez faire ce que vous voulez. Je pense que notre pays mérite mieux en termes de redistribution de notre richesse collective et surtout des inégalités sociales et fiscales que nous vivons au quotidien. Voilà Je ce que j'ai voudrais, à te... Oui. oui, je voudrais revenir sur un élément que vous avez abordé tantôt, la question de l'endettement. Aujourd'hui, les chiffres, le niveau d'endettement, ça avoisine entre 7 000 à 8 000 Milliards. milliards. Mhm. C'est que
peut-être une toute petite partie de ces milliards-là a été consacrée au volet social. Non, mais de toute façon, c'est un modèle de développement. Monsieur Jossou, si vous, comme la plupart de nos compatriotes ou de ceux qui vont en Europe ou en Amérique du Nord, ils y vont pourquoi? Pour avoir une meilleure éducation, une meilleure santé et surtout vivre mieux, manger mieux. Dites-moi, ces milliards ont servi dans le fond à quoi? À construire des routes. C'est pas comme si nous avions des dessertes rurales qui impactaient la sortie de nos produits des campagnes vers les villes, etc., etc. Mais je vous dirais, au-delà de tout, que ce modèle de développement n'est pas un modèle de développement pérenne. Aucun pays ne s'est développé d'abord en investissant dans les infrastructures. C'est une hérésie. Les gens ont commencé à investir dans ce que nous appelons tous le capital humain, c'est-à-dire l'éducation, la santé et l'agriculture. Et dans ce qu'on appelle l'agriculture, on a aménagé les territoires. Mais nous, là, on nous vante les mérites des infrastructures. Mais le coût de ces infrastructures, on ne le connaît pas. Donc, excusez-moi, doit-on croire un gouvernement qui cache et qui ne veut surtout pas qu'on sache combien coûtent les voies qu'on est en train de reprofiler à Cotonou, autour de la présidence et autour des hôtels qui appartiennent au président Talon. Dites-moi, est-ce que c'est sérieux? Et vous avez quelques personnes qui viennent acclamer cela, mais vous vous rappelez que dans les années 60, on parlait de notre pays comme le quartier latin de l'Afrique. Qu'en est-il aujourd'hui? Dites-moi. Vous avez vu où en est le secteur de l'éducation? Où en est le secteur de la santé? Et donc, on est passé de près de 2500 milliards à près de 8000 milliards. Et donc, vous allez me dire à moi que ce gap de près de 3 fois ce qu'on a connu en 2016 est passé dans les infrastructures, dans les cités ministérielles ou administratives, et c'est fini. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de cet argent? Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que ça a servi à construire ces unités de transformation qu'on voit à Glodjibé? Mais j'aimerais attirer votre attention, Monsieur Djassou, qu'il y a des milliards de la Caisse nationale de sécurité sociale des milliards, hein, ce sont les pensions, les retraites des travailleurs qui sont gagés sur ces unités de transformation à Glogibé. Vous avez vu le scandale et la faillite des subprimes aux États-Unis il y a quelques années. Ce modèle dont on nous vante tant par des journalistes qui sont, je dirais, aux ordres, qui vendent ce modèle. Mais le jour où ce modèle-là va s'effondrer, c'est les pensions, les retraites de nos travailleurs qui sont gagées dans ces zones industrielles. Zones industrielles où, comme je l'ai dit auparavant, ces entreprises ne payent pas d'impôts, font de l'optimisation fiscale, et alors qu'on étrangle à coup d'impôts les petites PME, PMI dans notre pays. Et après, on nous demande d'applaudir la digitalisation de l'administration qui est faite dans notre pays. Mais elle est faite pour quoi? Pour traquer l'impôt. C'est tout. Il y a une injustice sociale et fiscale. Est-ce qu'on doit continuellement accepter cela? Et on doit dire qu'il n'y a pas un autre modèle? Mais je peux vous dire que nous serions en capacité de proposer un modèle qui toucherait mieux nos concitoyens.
beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux. Nous allons aborder maintenant le volet purement politique de cette émission. On sait que déjà en 2015, le président Adrien Ngouedi, lors de son discours d'investiture, avait souhaité, en tant que président de l'Assemblée bien sûr, avait souhaité la réforme du système partisan. Aujourd'hui que cette réforme a été conduite par Patrice Talon, est-ce que la classe politique ne devrait pas saluer son courage, si on peut le dire, politique? Écoutez, c'est à nos concitoyens de pouvoir juger de la pertinence de cette réforme du système partisan. Mais quand on a parlé de réforme du système partisan, moi ce que je trouve quand même incroyable chez nous, ce qu'on peut faire simple, on le fait compliqué. Normalement, la réforme d'un système partisan, c'est pour favoriser une plus grande équité, une plus grande transparence et une meilleure représentation des intérêts politiques et des acteurs politiques dans un pays. Dites-moi, c'est ce qu'on a constaté au Bénin? Vous savez, il y avait juste un problème. Comment financer les partis politiques dûment représentés à l'Assemblée nationale? Vous savez, on a menti à nos concitoyens. Il y a trop de partis politiques, mais il y en a autant qu'en France. En France, il y a plus de 200 partis politiques. Mais combien sont représentés à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il fallait une loi pour amener des partis politiques à se regrouper dans l'un ou se regrouper dans les FCBE? On n'a pas attendu ça. Donc, on a voulu nous faire croire qu'il y a une réforme, mais la réforme a conduit à quoi, M. Dessous? À l'exclusion de certaines personnes pour les élections qui se sont déroulées en 2019 dans notre pays. Et ça a favorisé quoi, cette exclusion? Tout ce que nous constatons aujourd'hui. L'exclusion a donné une majorité au président Talon pour, d'un, avoir sous ses ordres la Sénat, aucun représentant de l'opposition n'y est, la Cour constitutionnelle, la même chose. Après être parvenu à faire ça, il a ouvert un tout petit peu pour faire croire, ben vous voyez, à l'international, mais il y a une opposition à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire, cette opposition? Le président leur a donné 28 députés, c'est pas moi qui le dis, puisqu'il y a des personnes qu'on a trouvées éjectées d'une liste pour en remettre d'autres à la place de ces personnes. Et donc, finalement, en excluant en 2019 l'ensemble de l'opposition, ben, il s'est donné un boulevard pour mettre en place des lois non transparentes, un système de réforme, mais qui n'en est pas un, qui aujourd'hui est un système inique, parce que finalement, qu'est-ce qu'on demande dans la loi électorale? La possibilité simplement de pouvoir, quand les bureaux de vote vont être fermés, de comptabiliser les voix pour qu'on sache exactement dans chaque bureau de vote combien, comment ont voté nos concitoyens, comme l'ont fait les politiques au Sénégal et comme on le faisait avant dans ce pays. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi électorale, vous n'avez même plus le droit de comptabiliser ce qui se passe dans les bureaux de vote. Donc, à quoi ça sert d'aller dans des élections si c'est juste pour apporter sa caution à un système autocrate qui emmène des dérives au niveau de notre démocratie? Dites-moi, ça sert à quoi? Si un individu au Parlement nomme des gens, eux-mêmes, leur propre loi électorale, ils ne la comprennent même pas. Je crois que vous avez reçu sur votre plateau Jean-Baptiste Elias qui a bien expliqué toute cette mascarade qui est mise en place par les députés, mais c'est eux-mêmes, comme ils ne sont qu'une caisse de résonance, excusez-moi, on leur a envoyé un texte, la plupart ne l'ont même pas lu, nous savons tous de qui vient ce texte.
Donc, vous savez, si ce système partisan était si terrible que ça, pourquoi dans le camp même du chef de l'État, on voit tout ce que nous voyons aujourd'hui avec ses anciens amis qui pour certains sont en prison et d'autres en exil. C'est que ce système, il n'est dévolu que pour une seule personne. Après, je vous dirais, le peuple est souverain. Si le peuple s'accommode de ces lois sans rien dire, nous ne pouvons que constater et dire ça ne va pas, ça ne marche pas. Pourquoi voulez-vous que je vais être peut-être très personnel. Dans ma famille, il y a eu deux présidents de la République. Le général Soglo, par deux fois, et Nicéphore Soglo. Et vous pensez que moi, je ne suis pas à même de pouvoir apporter quelque chose de concret à mes concitoyens? Dites-moi, pour quelle raison? Ceux qui sont à la tête de notre pays ont-ils un cerveau plus important que le mien? Ont-ils fait leurs preuves? Ont-ils sorti nos concitoyens de la pauvreté? Ont-ils impacté favorablement les paysans? Ont-ils fait en sorte que notre jeunesse n'aille pas se noyer en Méditerranée ou devenir pratiquement de l'esclavage moderne qu'on en voit dans les pays du Golfe? Vous pensez que donc nous n'avons pas une expertise et que ce sont ceux simplement qui sont autour du président de la République qui peuvent conduire le mieux au destin de notre pays? Mais c'est carrément risible. C'est carrément grotesque et risible. Vous voyez? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que nos concitoyens puissent faire la part des choses et se dire, est-ce que M. Gagnon-Soglo raconte des histoires ou ce qu'il dit, il s'appuie sur du factuel? C'est de cela dont il s'agit. Ce n'est pas de vouloir prétendre se dire qu'on est meilleur que d'autres, mais je trouve quand même fort du café qu'on puisse empêcher quelqu'un comme moi d'être demain candidat à l'élection présidentielle. Vous pensez qu'à mon âge, avec mon expérience, avec le fait que j'appartiens à une famille politique qui a fait, et pas simplement depuis simplement mon père et le général Soglo, les Soglo, dans la royauté d'Abomey, étaient à côté des rois, étaient les chefs de guerre de notre royaume d'Abomey, un royaume puissant. Vous voulez me dire à moi que demain, il n'y a que ceux qui entourent le président et lui-même qui peuvent conduire mieux notre pays que moi je pourrais le faire? Mais vous me faites rire, vous me faites sourire. Parce que quand j'entends ça, je me dis, mais les gens se moquent de nous. Pourquoi? Parce que ils ont de l'argent, parce qu'ils sont milliardaires. Mais vous vous rappelez quand même que c'est sous notre gouvernance qu'on a redéployé le coton. Mais dites-moi, depuis les années 90, quel est l'autre secteur qu'on a pu aujourd'hui mettre en avant? On aurait pu faire du secteur du palmier à huile un secteur important dans notre pays. Il l'a été dans les années 60, puisque des pays comme la Côte d'Ivoire, la Malaisie ont vu leur développement, surtout la Malaisie, grâce à ce produit en question. Est-ce qu'on a fait en sorte que le soja ou que des cultures vivrières soient aujourd'hui des secteurs pérennes, générateurs d'emplois et de richesses pour notre pays? Aujourd'hui, la noix de cajou, on l'exporte ou on la traite par un acteur dans notre pays? Ça contribue à qui? À quelle richesse? Pour qui? Pour quel Béninois? C'est de ça dont il s'agit, M. Diossou. Donc, vous savez, à un moment donné, on ne peut pas nous prendre tous pour des imbéciles. Vous voyez? Bon, que des gens puissent applaudir les réalisations du président Talon, tant mieux. Nous, nous apportons de la contradiction en disant, voilà ce qui se passe. Et n'en déplaise à ceux qui veulent ne pas se rendre compte qu'aucun développement ne peut se faire
sans les hommes. Je dis bien sans les hommes. Les gens quittent, oui, la France, le Canada, les États-Unis, on vient à Cotonou, bon, on voit des routes profilées pour la marina, bon, tout ça là. Ça, c'est combien de kilomètres carrés? Dites-moi. Et je vous dirais, pour terminer, cette question qui nous renvoie toujours à l'économie, parce que derrière le politique n'a de sens que si l'économie apporte un changement aux gens. Dites-moi, dans les années 90, nous avons vu des champions. Le président en est un, grâce au coton. On a vu la géture de Coty-Lambert par les pavés. On a vu le BTP avec des gens comme Adeosi et j'en passe. Dites-moi aujourd'hui, quels sont les champions qu'on a créés dans notre pays depuis 10 ans? Dites-moi. Où sont-ils? Où sont-ils réellement? Si ce n'est les entreprises qui gravitent autour du président de la République. Donc, à un moment donné, on ne peut pas tous nous faire passer des vessies pour des lanternes. Hein. On n'est pas tous idiots. Hein. Et même si le président considère qu'on est tous des idiots puisqu'il nous a insultés en nous disant que dans ce pays, il y avait un désert de compétences, moi, je ne m'inclus pas dans ce désert de compétences. Hein. Donc, à un moment donné, nous devons apporter notre contradiction et notre volonté de dire à nos concitoyens, on peut développer notre pays différemment. Et nos enfants n'ont pas besoin d'aller s'expatrier à l'étranger et devraient concourir au développement de leur pays, ce qui n'est pas le cas. Dans le sillage de cette amélioration du cadre politique, vous avez parlé tantôt des élections Oui. contestées de 2019. On a connu Oui. aussi des élections contestées en 2021 avec Ouais. ces drames aussi. Mais on a des personnalités politiques qui sont en prison, donc dont les plus connus sont Ricky Amadou et Joël Aïbo. Il y a aussi beaucoup d'autres anonymes. On a aussi des personnalités politiques qui sont en exil. Pourquoi aujourd'hui, M. Gani Ousoglo, c'est si difficile pour la classe politique, pour les acteurs politiques, de se mettre ensemble pour trouver un autre sursaut politique, pour refaire un peu le vivre ensemble? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Vous parlez de l'opposition ou des acteurs politiques en Non, de général? façon globale, aussi bien l'opposition, parce que pour faire le vivre ensemble, il faut aussi bien l'opposition, mais aussi la mouvance. Mais oui, mais pourquoi? Moi, il y a des gens qui considèrent que le modèle qui est mis en place par le président Talon est le meilleur. Moi, je considère que ce modèle, qui n'est même pas un modèle libéral, hein, c'est un modèle, bon, j'appellerais, bon, c'est son modèle. Moi, je considère qu'il y a un autre modèle où on devrait protéger d'ailleurs l'État. Pourquoi voulez-vous ce qui est quand même paradoxal, c'est que les pays démocratiques qui sont puissants protègent des secteurs qui sont des secteurs clés de leur économie, mais quand on vient chez nous dans des petits pays pauvres, on nous dit les secteurs clés, ils doivent être privatisés. Mais non, ils ne peuvent pas être privatisés. L'État doit avoir une participation dans le port autonome de Cotonou, dans le coton, mais c'est un bien, ce sont des biens collectifs. Pourquoi voulez-vous vous laisser imposer par ceux-là même qui eux-mêmes protègent leurs industries, ce qu'on appelle les joyaux de la couronne, ils les protègent. On voit le président Trump. Et aujourd'hui, que ce soit dans l'acier, dans l'aluminium, dans la défense, en Europe, dans des secteurs comme l'agriculture, les gens se protègent. Et pourquoi voulez-vous que nous, le seul modèle qu'on puisse nous proposer, c'est ce modèle qui ne favorise que quelques personnes au détriment du plus grand nombre? Monsieur Djossou, on ne peut pas, la démocratie, c'est la majorité contre une minorité, mais on défend des idées. On n'est pas obligé de tous penser la même chose. Mais quand vous avez dans un système qui
emprisonne ceux qui ont l'outrecuidance d'apporter un autre son de cloche à leurs concitoyens, il y a un problème. Donc, dans ce que vous dites, dans les démocraties, la démocratie, vous savez, c'est pas le meilleur des systèmes, mais c'est le système qui est le meilleur parmi les autres systèmes. D'accord? Parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres. Donc, moi, je considère que l'État doit être partie prenante dans des secteurs vitaux. Et je vous ai donné l'exemple du porc, du coton et d'autres secteurs qui sont importants pour l'ensemble de notre nation. Et donc, on ne peut pas tous avoir le même point de vue. C'est à nos concitoyens de nous départager. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais je vais vous dire, moi, il y a quelque chose qui me paraît étrange. On propose des lois alambiquées, hein, qui sont les plus compliquées pour empêcher les gens de pouvoir être candidats. Mais si vous avez bien fait, vous ne devriez pas avoir peur, dites-moi, d'aller devant vos concitoyens et leur dire, ben, écoutez, voilà, j'ai fait un travail pendant 10 ans, j'aimerais que vous puissiez continuer le travail avec celui que je vais soutenir. Mais là, non, pas du tout. Là, on fait en sorte d'empêcher des gens comme Gagnou Soglo ou d'autres de pouvoir être candidats à une élection présidentielle. À quel titre? Pourquoi? Si vraiment vous avez bien fait. Et donc, derrière les déclarations de M. Talon, rappelez-vous qu'il a eu à faire une interview dans le quotidien Jeune Afrique où il disait « Je suis impopulaire, mais je l'accepte. Dites-moi, il n'y a qu'un autocrate, hein, qui parle comme ça. Donc, je suis impopulaire, mais je sais ce qui est bien pour ma population. » Mais le président Talon n'est pas Dieu. Hein. Il n'est pas Dieu. Donc, comment il peut dire « Je suis impopulaire », c'est lui qui le dit. Et je l'ai lu, vous l'avez lu comme moi. Donc, si tu es impopulaire, mais normalement, tes concitoyens ne voudraient pas de toi. Mais non, pas du tout. Je suis impopulaire, mais moi, je sais ce qu'il faut pour les Béninoises et pour les Béninois. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Dites-moi. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui est un autocrate et qui pense qu'il a, il a la science infuse et qui sait ce qu'il est bon pour nous tous. Et je dis non. Et on n'a pas besoin forcément d'être tous ensemble. Laissons aux Béninois, comme l'a dit tout dernièrement le président Mbedi, mais laissez les Béninois, ils ne sont pas bêtes, hein, nos concitoyens, laissez-les la possibilité de choisir les destinées de ceux qui vont demain conduire aux destinées, du moins, ceux qui vont conduire aux destinées de notre pays. Comment vous pouvez dire, ah non, 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 moi je fais des lois pour empêcher les gens d'aller aux élections. Je nomme les maires, je nomme les députés, et je choisis qui va concourir contre moi ou contre mon poulain en 2026. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les intérêts particuliers dépassent les intérêts de la nation? Parce qu'on a eu plusieurs initiatives. On peut citer le président Soglo, le président, vous avez aussi parlé du président Mbeki aussi, le président Yahi aussi, Oui. qui ont appelé peut-être à des assises nationales pour pouvoir vider les questions qui fâchent, si on peut s'exprimer comme ça. Est-ce que c'est des intérêts particuliers qui font que c'est difficile d'avoir ce petit rassemblement-là où on met tout sur la table et puis oui. Mais c'est à vous, c'est à vous. Vous êtes un citoyen. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays. On utilise la force. Les gens viennent de façon démocratique en 2016 et ils mettent immédiatement après un manteau de dictateur, d'autocrate. Hein, ils se servent de la force pour martyriser leur peuple, embrigader leur peuple, alors que eux-mêmes, quand ils étaient en exil, ils criaient démocratie. Donc vous savez, c'est pas le propre de notre pays, on le voit dans le monde, hein, c'est cette envie qu'ont certaines personnes
d'être soi-disant des hommes forts qui savent ce qu'il faut pour leur peuple, alors que c'est simplement des intérêts particuliers qui gouvernent leur politique. Regardez, malgré toutes les critiques qu'on peut formuler vis-à-vis de la gouvernance du président Yahi, parce que je l'entends, des gens disent oui, il y a eu des scandales, mais mon vieux, si on voit les scandales qu'il y a aujourd'hui, c'est pas moi qui parle de siphonnage, hein, c'est l'un des gens du camp du président. Donc on a menacé la queue entre les jambes, il est venu demander pardon. Bon, on sait comment ça se passe. Mais dites-moi, plus sérieusement, le président Yahi Boni avait mis en place des politiques, qu'on le veut ou non, sociales, euh, pour au moins faire en sorte que ceux qui souffraient voyaient un tant soit peu leur souffrance diminuer. Vous avez vu, on subventionnait les maladies liées à des gens aujourd'hui qui sont touchés par des problèmes de dos, on avait mis aussi en place une politique de la césarienne, on avait subventionné aussi les dialysés. Aujourd'hui, dites-moi, on vous dit, quid de ça? Mais par contre, on fait en sorte d'accorder sur 20 ans, 30 ans, des exemptions fiscales aux entreprises qui sont à GoJB. Et dans le même temps, les dialysés, nos mamans qui font des enfants, on leur dit non, plus de subventions. Hein. Allez, vous pensez que c'est juste? Moi, je crois que je ferai différemment. Il faut pouvoir, vous savez, la plupart d'entre nous, on court tous en France. Pourquoi? Pourquoi on court en France? Parce que les Français ont mis un système qu'on peut critiquer. Aujourd'hui, on vous dit, c'est l'un des pays où le taux d'impôt est l'un des plus importants au monde. Mais ça participe à une certaine équité sociale, égalité sociale face à l'éducation, face à la santé. Est-ce que c'est le cas au Bénin? Je dis non. Donc, est-ce qu'on doit accepter cet état de fait? Je pense qu'il est de notre devoir de dire à nos concitoyens qu'on peut faire différemment. On va dire dans ces conditions où la classe politique n'est pas, on va dire, unanime, qu'on s'achemine comme ça vers les élections générales de 2026. On a parlé tantôt de M. Jean-Baptiste Elias. Il y a un certain nombre de points qui divisent encore. La Oui, question oui, du parrainage, de l'attribution des sièges, et oui. sans oublier qu'en 2019, déjà, il y avait la question du quitus fiscal où des acteurs politiques ont dit avoir payé, mais n'ont jamais reçu. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour aller vers les élections apaisées en 2026, Monsieur Danis? Oui, il faut faire simplement, on n'a rien inventé. Rappelez-vous, le Bénin partait de très loin en 89. Il y a eu une conférence nationale qui a mis les choses à plat et qui a permis un sursaut dans notre pays, un sursaut collectif. Cette conférence nationale, aujourd'hui, certains la décrivent comme si c'était quelque chose qui n'avait jamais existé. Mais je rappellerai à ces personnalités, est-ce qu'on peut les appeler des personnalités? Bon, moi, je ne sais pas, mais des gens qui n'ont même pas un devoir de mémoire. Sans cette conférence nationale qui a remis les choses à plat, qui a fait que notre pays puisse se retrouver. On a parlé de génie béninois. Et ça a permis au candidat Talon de devenir président en 2016. Vous trouvez normal que des personnalités nommées par le président puissent dire que la conférence nationale, ça a été du n'importe quoi. Et on veut, vous voyez, il y a cette façon qu'ont les Africains d'oublier leur devoir de mémoire. On a un devoir de mémoire pour les autres. On crie la guerre en Ukraine, mais ce qui se passe chez nous, personne ne le commente. Les souffrances de notre peuple et du peuple noir, personne n'en parle.
Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal que, soi-disant, une politique d'emploi emmène nos jeunes sœurs, nos filles, à aller sans protection dans des pays où elles sont maltraitées? Et vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez que c'est une avancée? Et on va nous dire demain que nous avons 2 millions, on a créé 2 millions d'emplois au Bénin. Bon, écoutez, vous savez les chiffres. Comme la Banque mondiale et les institutions internationales ont finalement fini par nous dire que, ah non, non, que elles, c'est pas elles qui détiennent les chiffres. Hein. Quand elles vont dans des pays, c'est les gouvernants qui leur donnent les chiffres sur lesquels ils peuvent hein, s'appuyer pour donner de l'argent à tel ou tel gouvernement. Donc, vous savez, on l'a vu au Sénégal, on le voit aujourd'hui chez nous, on le voit partout. Ce sont nos gouvernants qui manipulent les chiffres, on te sort tel chiffre, on te dit c'est formidable. Bon, les gens prennent ça, ils repartent, ils disent bon, ils nous ont donné tel chiffre, voilà, tout se passe bien dans ce pays, mais la situation est différente pour nous qui vivons au Bénin. Nous qui vivons au Bénin, écoutez, moi je ne vis pas ailleurs, je vis au Bénin. J'ai des plantations, je vois ce que je vis au quotidien. Quel accompagnement nous avons ou pas. Tout le monde, la plupart des gens veulent quitter ce pays. Quand vous demandez à un jeune qu'est-ce que tu veux faire, avant il te disait je veux être douanier, je veux être professeur, je veux être instituteur. Aujourd'hui, la seule réponse, je veux partir. Mais tu vas partir où? Voilà la situation. Et on est là à coup de communication. Bien sûr, vous êtes au pouvoir, vous avez tous les canaux pour pouvoir matraquer les gens, raconter des histoires. Mais la situation est différente et je vous remercie de nous donner l'opportunité de donner un point de vue différent de ce que le gouvernement nous susurre depuis près de 10 ans. Hein. Donc, pour terminer cette émission, je voudrais revenir à tous ces drames qu'on a connus depuis le début de cette année. On a eu plusieurs soldats qui sont malheureusement tombés au nord du pays. Monsieur Daniel Soglo, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là pour que ces drames ne se répètent plus? Oh, je ne suis pas au gouvernement pour donner une appréciation objective. Mais simplement ce que je veux dire, quand vous avez des soldats qui tombent pour la nation, on devrait se recueillir, leur rendre hommage. Vous voyez, on a été meurtris de voir les nôtres tomber sous les balles de ces djihadistes, ces bandits. Mais est-ce que la nation leur a rendu hommage à la hauteur du sacrifice qu'ils ont fait? Je ne le crois pas. Est-ce que la nation tout entière s'est recueillie un jour? Vous voyez, je ne veux pas, comparaison n'est pas raison. Mais dans d'autres pays, parce que souvent, notre président, rappelez-vous, quand il est parti en France, il a été heureux de rappeler aux Français qu'ils ne parlaient que leur langue, qu'ils ne parlaient pas d'autres langues, alors que le fond est une langue, hein, le goût est une langue, le bariba est une langue. Si nous avions une vraie politique d'alphabétisation dans notre pays, nos populations comprendraient mieux les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Bon, ça c'est un autre débat. Mais pour en revenir aux soldats qui sont tombés, nous avons vu notre président rappeler qu'il avait un patronyme français, etc. Mais dans ce pays qu'il a glorifié, quand des soldats français tombaient au Mali ou ailleurs, des cérémonies officielles se passaient aux Invalides. La nation entière retenait son souffle. Le président, les ministres de la République, les drapeaux étaient en berne. Rien de cela n'a été fait au Bénin. Au contraire, les journalistes qui ont eu l'infamie de commenter ce qui se passait au nord, pour certains, on les a retrouvés en prison. Pour d'autres, ils ont été obligés de fuir le Bénin. Mais je vais vous dire,
sans une politique économique favorable aux emplois au Nord, on ne résoudra pas la question de cette guerre sans répondre avec une vraie politique dédiée aux jeunes en termes d'emploi. Au lieu, M. Diossou, de monter des unités industrielles à Glojibé, il aurait peut-être mieux valu qu'on crée ces unités dans notre pays, dans le septentrion, pour donner un espoir à ces jeunes qui, malheureusement, sont happés par le désespoir et se jettent dans les bras de ces djihadistes sous couvert d'une moto, d'un téléphone portable et de quelques milliers de francs CFA. Donc, cette question, elle est importante parce qu'elle touche à la sécurité de notre pays. Et donc, là encore, nous n'avons aucun élément puisque le gouvernement fait économie d'éléments qu'on pourrait avoir pour juger la situation. Je peux le comprendre. Vous savez, ce sont des questions liées à la sécurité d'un État. Et donc, tout ne doit pas être mis sur la place publique. Mais très souvent, quand il y a eu des morts, on l'apprenait non pas par notre gouvernement, mais par d'autres canaux qui nous apprenaient qu'il y avait eu des morts au sein de la Grande Muette dans notre pays. Et sans aucune considération pour les morts tombés pour sécuriser notre territoire. Donc, je trouve ça désolant. Je pense que quand on voit certains chefs d'État aller au plus proche des zones de combat, je ne vais pas les citer, mais on a vu certains présidents aller dans le nord de leur pays, aux côtés des troupes. Bon, je ne sais pas si, bon, peut-être qu'on n'a pas voulu nous montrer, peut-être que le président Talon est allé au plus proche de nos troupes au nord, mais bon, on n'a vu aucune image. Par contre, on voit des images de présidents de la sous-région qui vont au contact. Bon, on sait que c'est dangereux, mais ça donne quelque chose et du poids à ceux qui sont censés assurer notre sécurité. Et vous savez, moi, je viens d'une famille guerrière où on a beaucoup de militaires, beaucoup de combattants. Et on en parle très souvent, je les écoute. Et c'est quelque chose qui est douloureux pour nous, parce qu'on ne peut pas laisser nos concitoyens comme ça, sans grande considération, alors qu'ils défendent la nation. Merci beaucoup, Monsieur Gani Soglo. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre disponibilité, pour nous avoir accordé votre temps pour cette émission. Donc, je remercie aussi les internautes qui vont suivre cet événement. Donc, nous avons reçu pour vous Monsieur Gani Soglo, qu'on ne présente plus, qui est un ancien ministre, un ancien député et un ancien candidat à l'élection présidentielle. Je l'ai rappelé dans mon introduction aussi. Monsieur Gani Soglo est l'auteur de l'ouvrage « 7 minutes pour vivre », qui est un récit d'un drame, on va dire, évité de justesse en 2021. Donc, merci une fois encore pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Diossou, et je remercie tous les internautes qui nous écoutent. Et j'espère que dans ce débat, ils pourront avoir un avis et pouvoir avoir un avis peut-être différent de ce que la machine de la communication gouvernementale peut leur vendre à l'étranger. Je vous remercie. Merci beaucoup.